Bonjour, bienvenue à Sans Détour. Cette semaine, on rejoint notre chroniqueur sport Samuel Lachaine qui va nous parler de curling adapté. On va aussi s'entretenir avec Frédérico Gauchat, directeur général de l'organisme Trade Union Ottawa, qui vont faire une levée de fonds. Également, on part avec Julie Gagnon, conseillère en développement, service des loisirs pour la ville de Saint-Hyacinthe pour leur plan d'action pour l'accessibilité pour les personnes en situation de handicap. Bonne émission! Samuel Lachaine, notre chroniqueur sport, est en ligne. Bonjour Samuel. Bonjour, ça va bien? Ça va bien toi? Ben oui, super bien. Tu viens nous parler de curling adapté aujourd'hui. Oui, puis je voulais justement commencer avec une première question avant de commencer. Est-ce que tu savais que le curling en fauteuil roulant, ça existait? Je savais que ça existait, mais j'en connais pas beaucoup. Je connais pas beaucoup de choses sur ça. OK. Ben ça me surprend quand même parce que honnêtement, il y en a beaucoup à qui j'ai parlé qui étaient surpris d'apprendre justement que ça existait bel et bien, le curling adapté, parce que c'est quand même un sport qui se passe sur une glace. Oui, mais moi, j'ai plein de culture, Samuel. Je suis quelqu'un de très cultivé. Mais c'est ça. Donc, je suis quand même très surpris, mais c'est un sport quand même qui existe depuis 1998 en Europe. Donc, on l'a développé tranquillement. Et je sais qu'au Québec, c'est encore en développement. C'est pour ça quand même qu'on n'entend pas parler. Sauf que disons que depuis 2000, c'est rendu avec l'Association de curling mondiale un sport paralympique depuis 2000. Donc, on l'a rendu quand même accessible de plus en plus. Et depuis 2006, c'est un sport qui s'est produit justement pendant les Paralympiques. Entre autres, le Canada a gagné en 2006 et en 2014. Et depuis les 2 dernières éditions, on a terminé 3e. Donc, le Canada qui est quand même assez familier avec ce sport-là. Oui, donc j'imagine que ça se joue un peu partout là, au Canada et au Québec, là, tant pour les gens qui veulent essayer que pour les gens qui ont des vues plus professionnelles. Oui, exactement. Ben, en fait, là, au Québec, surtout, là, parce qu'on se concentre ici si on veut savoir comment faire, il y a 5 régions qui l'offrent. C'est dans la région de Québec, Magog, le Bas-Saint-Laurent, à Boucherville, plus près de Montréal, et à Grand-Mère. Donc, il y a évidemment la Fédération internationale, mais aussi Parasport Québec, depuis 2020, qui offre la possibilité justement de faire ce sport-là. Donc, si vous voulez vous informer, évidemment, il faut aller directement par la Fondation pour s'informer. Puis c'est sûr qu'ils vont vous inscrire là, dans la région que vous êtes. Mais il faut savoir que oui, c'est possible de le pratiquer aussi au Québec. Là, il n'y a pas seulement au Canada ou en Europe, là, ailleurs qu'on peut le pratiquer. Et c'est quoi les différences, en fait, entre le curling qui n'est pas adapté et le curling adapté? Est-ce qu'il y a des différences au niveau du jeu, Samuel? Oui, exactement. C'est ça que je voulais en venir, là, justement. On parle quand même encore de 8 manches jouées avec 8 pierres à lancer de chaque équipe. Donc, ça ne change pas. Ce qui change surtout par rapport aux règles régulières, c'est qu'on est habitué de voir des gens balayer souvent les pierres lorsqu'on envoie vers les ronds là, au bout de la patinoire. Là, il n'y en a pas de balayage. Donc, ça prend encore plus de précision. Tout ce qu'on a, en fait, c'est un bâton de la personne qui lance la pierre et la pierre qui est lancée directement vers les ronds au l'autre bout de la patinoire. Donc, il faut espérer avoir vraiment assez de force et envoyer ça directement au bon endroit. Donc, c'est ça la principale différence. Et évidemment, les gens sont en fauteuil roulant, mais ça, on sait que ce serait fort probablement ça. Et il faut rester immobile lorsqu'on lance la pierre. Donc, le seul changement, comme je dis, c'est qu'il n'y a pas de balayage, en fait, là, pour lancer les pierres.
Mais à ce moment-là, les gens qui sont, là j'essaie de voir, mais les gens qui sont debout, donc qui sont pas en curling adapté, eux autres se penchent là, pour envoyer la prière. Comment ça fonctionne pour Ouais, quelqu'un qui est assis dans un fauteuil? c'est ça. Comme je mentionnais, en fait, là, c'est ça. C'est qu'on se place directement en fauteuil. Il y en a qui seraient peut-être en mesure de directement se pencher vers la glace et le faire, mais majoritairement comme si on a un bâton plus allongé OK, qui oui, avec un bâton. OK, je s'accroche comprends. directement Oui. sur la pierre et la pierre est lancée par la suite. Mais honnêtement, moi, j'ai regardé quelques matchs là, dernièrement parce qu'il y a eu un championnat du monde. Et puis, c'est vraiment impressionnant de les voir aller parce que la précision, comme je disais, là, est tellement chirurgicale là, que ça prend une petite poussée de plus, puis ça c'est raté. Là, donc, faut être très précis. Oui, ça me fait penser un peu au Bossia aussi. Hein. Donc, évidemment, là, on pousse là, sur une surface qui va glisser, tandis que Bossia, on lance dans les airs, mais quand même, on parle de la même précision. Là. Oh, ouais, c'est la même chose. Faut lancer ça quand même à un endroit le plus près possible. Donc, oui, ça y ressemble beaucoup. Et donc, moi, c'est ce qui me rendait heureux de faire découvrir ce sport-là parce que ça prend quand même du talent là, pour jouer ça. Donc, on a une équipe Canada là, qui va aux Jeux olympiques, là, tu l'as dit, mais au niveau québécois, est-ce qu'on a des équipes élites, des équipes de professionnels? Non, malheureusement, c'est parce que tu vois comment ça fonctionne dans le sport, c'est que il y a souvent quelques régions dans un pays qui est plus puissant. Je dirais que c'est plus puissant du côté de l'Ontario. Donc, évidemment, on va avoir quand même justement une équipe aux Paralympiques et à des championnats du monde. Comme je disais, il y avait un championnat du monde entre le 1er et le 8 mars. Et actuellement, le Canada est toujours parmi les équipes favorites. Donc, dans ce tournoi-là, justement, on parle encore une fois d'équipes mixtes. Donc, ça, c'est un petit peu aussi un léger changement par rapport au curling régulier. Souvent, on a une équipe d'hommes et une équipe de femmes. Oui. Mais là, on a vraiment les deux sexes qui sont dans la même équipe. Donc, il doit y avoir un minimum de 2 gars et 2 filles dans l'équipe. Donc, 4 athlètes. Et puis, lors de justement, qui était la qualification paralympique au cours des dernières semaines, le Canada a quand même terminé avec une médaille de bronze. Donc, c'est quand même très bon. Là. On regarde internationalement, on est très solide. Là. Est-ce qu'il y avait des Québécois dans l'équipe, Samuel? Non, c'est ça. Malheureusement, il n'y en Non, avait OK, il n'y pas. en avait aucun. C'était surtout des Ontariens. Donc, comme je disais, c'est sûr que, étant donné que le sport est encore en développement au Québec, peut-être qu'on va en retrouver éventuellement, mais la plupart du temps, l'équipe est composée d'un capitaine qui va choisir ses coéquipiers. Donc, On va y c'est là où travailler. est-ce On va y travailler. c'est ça. Je me mets là-dessus. Oui, ben c'est ça. Donc, évidemment, je l'ai aussi mentionné par rapport à une compétition qu'il y a eu cette semaine aussi. C'était le double mix aussi. Donc, un gars et une fille, c'est des équipes de 2 seulement. Et ça, malheureusement, s'est incliné en quart de finale contre le Japon. Mais on avait été parfait en 7 matchs durant la phase préliminaire. Donc, simplement une déception dans la phase éliminatoire. Mais on voit que, justement, tranquillement, le Canada est toujours parmi les meilleures équipes, que ce soit directement paralympique et normalement aussi là, le curling régulier. Donc, c'est le fun d'avoir ça aussi. Un sport qui se pratique évidemment au Canada en hiver, c'est toujours plus simple de le développer. Oui, effectivement, étant donné les conditions particulières, mais les quarts de finale, c'est quand même pas si mal, là. Je veux dire, c'est quand même une équipe qui est compétitive, là, s'ils se rendent au quart de finale, là, même si c'est peut-être pas au niveau des espérances, parce qu'il aurait pu faire mieux, là. Oui, exactement. On est quand même dans le top 8 mondial, donc ça, c'est important aussi de le signaler. Là. Il y a des équipes très puissantes aussi qui affrontent le Canada. Donc, moi, je pense que éventuellement, comme je dis aux Paralympiques, si on a terminé 3e lors des 2 dernières éditions, ben en 2026, lorsque l'équipe sera évidemment est déjà qualifiée, ben en compétition, ça va être intéressant de surveiller ça. Oui, on peut viser un podium, peut-être même l'or, là, si tout va bien, là. Ben oui, c'est ça, c'est toujours possible. Je pense qu'il faut y croire. Et puis, je voulais aussi parler peut-être justement des critères de l'admissibilité pour faire le sport. Évidemment, on sait qu'il y a des sports comme le hockey sur luge que ça fera peut-être simplement une petite malformation. Mais en fait, pour le curling, faut simplement avoir perdu l'utilisation, premièrement, du bas du corps. Donc, ça peut être simplement une jambe affectée aussi. Mais on doit absolument être en fauteuil roulant, comme je disais tout à l'heure. Donc, ça peut être la blessure à une moelle épinière, une paralysie, sclérose en plaques, une dystrophie ou même simplement une amputation de la jambe. Et puis, comme je dis, il va y avoir 2 compétitions lors des prochains Paralympiques. Le mix que je parlais tout à l'heure, ça va être une nouvelle compétition en 2026. Donc, on va avoir, comme tu dis, des chances de médaille, mais on va avoir une double chance de médaille puisqu'il va y avoir
deux catégories différentes. Oh, ça, on aime ça. Ouais. Ah, puis j'ai oublié de mentionner, c'est vrai, pour ceux qui sont en fauteuil électrique également, on peut faire des exceptions et ça arrive parfois qu'il y a des gens qui font le sport aussi en fauteuil électrique. Donc, pour ceux qui seraient intéressés, là, comme tu le disais tout à l'heure, il y a différentes régions qui offrent ce type de sport adapté. Donc, juste aller voir peut-être là, sur Google, faire une petite recherche et puis contacter les organisations qui offrent le curling adapté. Je pense que c'est une belle façon de sortir chez soi, de se faire des amis, puis d'essayer un nouveau sport là, qui pourrait être très, très intéressant pour les personnes dont la mobilité est réduite. Oui, exactement. Puis là, comme je disais, c'est sûr qu'on peut contacter directement par Sport Québec. Et puis, je sais qu'il y a des finales provinciales qui sont intégrées justement au final de Curling Québec régulier. Donc, toutes les équipes peuvent s'inscrire quand même. Donc, si vous êtes une équipe de fauteuil roulant qui est habituée de jouer et que vous voulez faire de la compétition, vous pouvez vous inscrire directement avec votre équipe. Là. Ça ne marche pas nécessairement par région. Là. C'est directement avec ceux que vous voulez jouer. Parfait. Merci beaucoup, Samuel. Merci beaucoup. On se retrouve bientôt. Bonne journée. Bonne journée à toi. Merci. On discute maintenant avec Federico Goccia, directeur général de l'organisme Trade Union Outaouais. Bonjour, comment ça va? Bonjour, Elisande, ça va très bien, merci. Et vous? Ça va très bien, merci. Donc, vous venez nous parler des camps d'été spécialisés de Trade Union Outaouais.
C'est ça, c'est ça. Donc, juste en préparation du mois de l'autisme, au mois d'avril, on a commencé notre campagne de financement pour les camps de jour spécialisés pour les enfants et les adolescents autistes de la région. Commencez par nous parler peut-être des camps spécialisés. Qu'est-ce que vous faites dans ces camps-là? Comment ça fonctionne? C'est quoi? Combien de personnes on retrouve dans ces camps? Oui, dans nos camps de jour, c'est un camp d'été. Donc, comme n'importe quel camp d'été où les enfants peuvent venir jouer, passer l'été, socialiser, s'amuser. C'est une possibilité vraiment d'avoir une belle stimulation pendant l'été, puis ne pas s'ennuyer à la maison. C'est sûr et certain que ça offre aussi un répit pour les parents parce que, comme vous le savez bien, tout s'arrête à l'été, il n'y a plus d'école. Donc, les parents veulent vraiment que leurs enfants puissent avoir les mêmes opportunités que les autres enfants ont de s'amuser et de socialiser. Donc, effectivement, pour les personnes qui travaillent, il faut avoir une option pour les enfants pendant que les parents travaillent l'été. Exactement. Donc ça, c'est un des plus grands défis. Nous, on accueille à peu près une soixantaine d'enfants en été pendant 6 semaines. Cette année, c'est sûr et certain qu'on essaye d'avoir plus de places. Ce qui n'est pas toujours évident, mais on travaille très, très fort pour ça, justement à cause de ça qu'on est en train de travailler sur la campagne de financement et offrir la possibilité. En même temps, c'est sûr et certain que Trait d'Union ne peut pas être la seule solution pour accueillir des enfants autistes dans la région. Donc, c'est sûr que nous, on fait des campagnes aussi de sensibilisation, puis on pourrait dire notre objectif, c'est qu'à un moment donné, les camps réguliers d'été puissent aussi offrir la possibilité d'accueillir des enfants autistes dans leur camp. Oui, vous faites bien de le préciser, parce que vous faites tout ce que vous pouvez, mais forcément, la demande dépasse ce que vous pouvez offrir. Quel âge ont les personnes qui sont dans vos camps? Pardon? C'est quoi l'âge des personnes dans vos camps? Nous accueillons des enfants à partir de l'âge scolaire, donc à partir de 6 ans, et ça va jusqu'aux adolescents. Il faut considérer que la réalité pour les adolescents, c'est pas toujours évident. On n'a pas beaucoup de possibilités pour les adolescents, donc on essaye d'offrir cette possibilité aussi. Et quelles sont les activités que vous faites? Pouvez-vous nous nommer quelques exemples? Oui, il y a plein d'activités. L'année passée, c'est sûr, quand il fait chaud, des activités aquatiques, ça fait toujours plaisir. L'accompagnement dans la piscine, des jeux d'eau, activités dans les parcs. On offre aussi des activités amusantes comme des sorties au quai ou des promenades, des exercices. Puis aussi des activités d'amusement. On a commencé avec possibilité d'offrir la zoothérapie l'année dernière et ça a vraiment bien fonctionné. La possibilité d'inclure des animaux. Ça donne toujours une belle possibilité à l'enfant de rentrer en contact avec les touchés, avec la relation. C'était une très belle possibilité. Aussi, il y a eu des activités de créativité au niveau de la plasticine ou des activités avec l'argile. OK, donc c'est quand même très varié. Et pour financer vos initiatives de camp d'été spécialisés, vous l'avez dit en commençant, vous avez donc une campagne de financement qui commence, là. Oui, ça vient de commencer. Puis c'est sûr que les moments les plus forts de l'année, c'est notre marche pour l'autisme. Donc, on invite les gens, les individus, les compagnies, s'ils veulent faire des dons à ces moments-là. La marche pour l'autisme aura lieu le 26 avril. C'est un samedi, puis ça va être une journée très amusante pour toute la famille. On offre des activités, il va y avoir des châteaux gonflables, des promenades en carriage avec des chevaux. Il y a aussi des salles de stimulation, puis la musique. Donc, on invite tout le monde à y participer.
et on s'attend qu'il va y avoir une très belle participation. L'année dernière, on a eu autour de 400 personnes qui ont participé de la marche. Oui. Et ça se passe donc à Gatineau, c'est ce que je comprends? Ça se passe, oui, à Hall. On fait la marche en partenariat avec l'école primaire et Pitts, Pierre-Éliott Trudeau. Cette année, il y a aussi l'école Hardy de Elmer qui s'ajoute à la marche. Donc, ça va être un événement très, très beau. Et il y a plein de gens qui ont été invités puis qui ont déjà accepté l'invitation. Et pendant cette marche, on profite justement pour sensibiliser la communauté à l'autisme. Et vous visez quand même un montant de 175 000 $ pour la campagne de financement 2025. Oui, exactement. C'est surtout, on a deux objectifs. Comme je vous disais, offrir plus de places cette année. Et comme on sait qu'il y aura pas, on ne pourra pas accueillir malheureusement tout le monde parce que la demande augmente à chaque année. On offre aussi des aides financières pour le répit et pour les services professionnels pour les familles avec des enfants autistes. Donc, c'est sûr qu'il faut aussi recruter la main-d'œuvre et on a besoin on a mis une trentaine dans la nouvelle, mais sûrement ça va augmenter un petit peu plus cette année d'intervenants spécialisés. Oui, puis ça, on le sait, ça coûte quand même cher à financer. Puis vous le dites, il faut trouver ces gens-là également. Là. Donc, c'est quand même un beau travail pour vous, un beau défi, mais c'est un beau service que vous offrez quand même pour les personnes qui ne peuvent pas accéder au camp. Là, d'avoir un plan B, là, c'est quand même quelque chose qui est très intelligent, qui a été bien réfléchi de votre part. Là. Oui, en même temps, on travaille ensemble en équipe pour animer des groupes de solidarité ou d'entraide entre les parents. Souvent, ça peut arriver qu'il y a des parents qui ont des enfants et qui peuvent peut-être qui habitent dans les mêmes coins et qui pourraient peut-être se rencontrer pour faire une activité ensemble. Donc, on est en train de travailler aussi pour animer, pour commencer bientôt ce groupe d'entraide pour parents. Et combien d'employés vous avez dans votre organisme? Mais en ce moment, nous sommes juste une vingtaine, mais c'est sûr qu'à l'été, qui est le moment le plus fort pour Trade Union, et ça augmente à une quarantaine d'employés. Oui, donc vous engagez des employés pour la période estivale. Là. Oui, exactement. Exactement. C'est le moment le plus fort et le plus beau, je vous dirais. C'est toujours beau de voir les enfants qui peuvent profiter, rire, s'épanouir dans leur camp d'été. Puis ça fait quand même 35 ans que vous êtes là avec le camp d'été. Qu'est-ce qui a poussé à vouloir ouvrir un camp d'été qui est spécialisé pour les personnes autistes? Mais justement, avant, on pouvait pas vraiment trouver, les familles n'avaient pas des places où ils pouvaient aller pour que les enfants puissent bénéficier surtout quand on parle d'un enfant qui a besoin d'un accompagnement plus spécialisé et même un accompagnement, je vous dirais, 1 pour 1 avec un intervenant. Donc nous, c'est ça qu'on essaye d'offrir. C'est pour ça qu'on dit spécialisé parce que nos intervenants sont formés dans l'intervention et ils peuvent accompagner l'enfant dans tous leurs besoins. Oui, parce que des enfants qui ont des besoins très particuliers dans votre clientèle. Là. Oui, en même temps, on fait des plus petits groupes. Normalement, dans un camp d'été régulier, vous allez voir un grand groupe, une vingtaine d'enfants qui jouent tous ensemble avec 2, 3, 4 intervenants. Nous, on fait des plus petits groupes parce que, justement, on essaye de réduire pour certains enfants les stimuli ou les bruits ou la lumière, l'intensité de la lumière. On ajuste, on adapte pour que l'enfant puisse avoir une expérience significative. Oui, donc ça prend beaucoup d'adaptation. C'est presque du cas par cas là, pour certains enfants. Là. Je vous dirais presque du cas par cas. Justement, l'autisme, c'est un spectre, puis on ne peut pas vraiment mettre dans les mêmes sacs tout le monde. Les besoins varient vraiment d'une personne à l'autre et d'un enfant à l'autre. Oui, puis j'imagine que pour les parents là, qui ne trouvaient pas nécessairement d'options là, pour les enfants, comme je le disais tout à l'heure, les parents doivent continuer à travailler pour la plupart d'entre eux là, pendant l'été. Donc, quand l'enfant est incapable d'aller dans des cas adaptés parce que
les camps ne sont pas adaptés à ses besoins, j'imagine qu'il y a quand même une détresse de la part des parents là, à laquelle vous venez répondre. Là. Oui, c'est une détresse, une angoisse très, très grande pour les parents. Et plusieurs parents sont forcés à prendre des vacances. Et ceux qui n'ont pas de vacances, il faut vraiment qu'ils trouvent une autre alternative. Mais je pense qu'on commence à avoir de plus en plus de conscience dans la société de cette situation. Et je peux vous dire qu'il y a une belle initiative quand même avec l'APICO, l'Association pour l'intégration communautaire de l'Outaouais, et avec la ville de Gatineau. On est en train de travailler ensemble pour trouver des solutions à moyen long terme pour pouvoir offrir plus de places aux enfants autistes ou avec les enfants vivant avec une déficience intellectuelle. C'est une très, très, très belle initiative dont je suis vraiment content et j'espère, mon souhait, c'est que ça se répande ailleurs, que ça se répande à plus d'organismes et dans la société en général. Oui, vous faites bien de le dire. Monsieur Gauchard, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Si on veut vous aider et en savoir plus sur la campagne de financement qui est en cours, où est-ce qu'on peut aller? Oui, vous pouvez aller dans notre site web, tradeunionoutaouais.com. Vous pouvez nous suivre aussi sur notre page Facebook et bien sûr, vous pouvez toujours nous appeler et ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions. On a une ligne Info Conseil. Donc, appelez le numéro de Trade Union et c'est l'extension 9. Donc, oui. Je vous remercie de m'avoir invité. Merci à vous d'avoir pris du temps avec nous. Vous êtes directeur général de l'organisme Trade Union Outaouais. Donc, on peut aller voir sur Internet là, pour plus de détails. Bonne journée. Merci. Bonne journée à vous. Bye bye. Après la pause, on parle avec Julie Gagnon, conseillère en développement social, service des loisirs pour la ville de Saint-Hyacinthe, pour le plan d'accessibilité de la ville. Vous écoutez Sans détour. On est maintenant avec Julie Gagnon, conseillère en développement social, service des loisirs pour la ville de Saint-Hyacinthe. Bonjour, Madame Gagnon. Bonjour, Elisabeth. Comment ça va? Je vais très bien, merci. Merci de l'invitation. Ça fait plaisir. Vous êtes avec nous là, pour nous parler à la fois du bilan 2024 et du plan d'action 2025 pour faciliter l'intégration des personnes en situation de handicap dans votre ville à Saint-Hyacinthe. Effectivement. Alors, le plan d'action, en fait, que nous, on appelle à l'interne le PAPH, un petit acronyme. Le plan d'action, là, c'est tout d'abord 150 actions qui ont été réalisées en 20 ans. Sur ces 150 actions-là, on en a le tiers là, qui sont réalisées en continu. Donc, elles se retrouvent des actions-là d'année en année au sein même de notre plan d'action. Mais on a aussi un plan qui comporte de nouvelles actions. Et en moyenne, là, c'est 25 nouvelles actions par année qui s'ajoutent à ce plan-là. Et donc, à chaque année, là, si je le comprends, vous faites à la fois un bilan et un plan d'action pour l'année qui suit. Tout à fait. Alors, le bilan, c'est pour les actions qui avaient été déterminées pour l'année antérieure, l'année en cours, et on décide des actions qui sont spécifiques à l'année qui s'en vient. Ces actions-là, en fait, elles sont travaillées par 12 personnes qui sont membres du comité de suivi du PAPH. C'est un élu, c'est un membre de la direction générale, c'est aussi 7 services qui sont présents autour de la table là, pour bien représenter la ville. Et c'est dans le volet aussi
du partenariat avec la table des organismes là, des personnes handicapées. On a un représentant au volet déficience physique et un représentant du volet déficience intellectuelle qui siègent avec nous là, depuis plus de 10 ans. C'est 2 directrices d'organismes et c'est vraiment là, une mémoire extraordinaire pour le comité. Et finalement, les membres du comité peuvent avoir l'aide là, de membres consultatifs. On a 4 personnes qui proviennent des centres intégrés de santé et services sociaux, là, maintenant appelés Agence de santé Québec, et qui sont là pour nous aider dans les différents volets de projets spécifiques. Pouvez-vous nous donner des exemples de ce qui a été fait en 2024? Oui, en fait, en 2024, on a vraiment mis l'action sur, entre autres, la brigade accessible qui nous a permis de former des citoyens, mais aussi former des employés qui agissent comme proches aidants, comme phare aussi là, à la ville pour avoir, en fait, un guide sur des choses à améliorer. Donc, la brigade accessible, c'est vraiment une façon de recevoir un type de requête là, qui nous aide à améliorer l'accessibilité. Parlant de requêtes, on a aussi le programme Les Requêtes Ville, à laquelle les citoyens peuvent nous envoyer des choses qui fonctionnent moins bien afin de faire en sorte là, qu'on amène des améliorations. On a travaillé vraiment des beaux projets en 2024, dont certains ont retenu en fait l'attention de monsieur Daniel, mon Dieu, j'ai oublié son nom de famille, mon Dieu, celui de l'Office des personnes handicapées, Daniel Jean, bon, je m'excuse. On a travaillé en fait la possibilité d'offrir des trousses de matériel sensoriel dans nos corporations de loisirs de quartier. Alors, c'est des trousses qui ont été composées de toutes sortes d'objets, d'outils, de jeux pour aider les enfants qui sont inscrits au camp de jour là, à bénéficier d'un soutien. Et donc, ces trousses-là, on a le plaisir de les laisser par la suite là, au centre communautaire afin que les gens qui en aient besoin, qui souhaitent les utiliser, puissent le faire là, tout au long de l'année. Alors ça, c'est vraiment une belle action de 2024. On a aussi le budget participatif, volet accessibilité, qui va permettre, en fait, parce que le projet du budget a été accepté en 2024, mais réalisé en 2025. Donc, ça va permettre de sécuriser, améliorer l'accès du Carrefour des groupes populaires sur la rue Saint-Antoine. Le Carrefour des groupes populaires, c'est un bâtiment qui accueille de très nombreux organismes qui soutiennent les personnes. Donc, c'est vraiment un projet qui a été déposé par un citoyen et via le budget participatif, là, ces actions vont être réalisées. Et pour 2025, qu'est-ce qui reste à faire? Il y a toujours des choses à faire. Donc, on souhaite vraiment toujours continuer de s'améliorer. Mais une des actions qui est vraiment importante pour nous, c'est de développer une marque employeur au niveau de la ville afin que, justement, on soit reconnu comme plus inclusif et plus favorable à la diversité. Donc, c'est vraiment un travail de communication, de promotion aussi pour rejoindre les personnes qui vivent avec un handicap afin de favoriser, par exemple, la mise en candidature de ces personnes-là au sein des emplois à temps plein, à temps partiel, à contrat, à la ville. Alors ça, c'est vraiment, cette marque employeur-là est vraiment quelque chose qui est très important, qui est mis de l'avant cette année en 2025. Puis le volet communication en tant que tel, c'est toujours quelque chose qu'on cherche à améliorer là, pour qu'on puisse vraiment porter nos actions puis que ça fasse du sens d'agir en prévention plutôt qu'en réaction. Quels sont les types de prévention qu'on peut mettre en place dans une ville pour les personnes en situation de handicap? Bien, là, on vient d'avoir un hiver qui s'achève. On souhaite qu'il n'y ait plus de tempête de neige, mais naturellement, on est bien conscient que dans une météo qui nous joue des tours, là, les déplacements, c'est souvent laborieux, des trottoirs enneigés, glacés. Donc, on essaie d'apporter une attention toute particulière de très nombreuses années là, au déneigement. Je sais que ça leur fait monter bien des commentaires là, dans les dernières semaines. Oui, on en a beaucoup parlé. Oui, exactement. Une météo qui nous a quand même surpris. Et puis, la ville de Saint-Hyacinthe n'a pas exception à la règle, là, mais je tiens quand même à souligner que les efforts sont mis pour vraiment assurer la sécurité de nos citoyens et citoyennes. De plus, on est bien conscient aussi que la population elle est vieillissante, donc ça nous préoccupe. On veut s'assurer que la ville demeure adaptée, plus sécuritaire pour nos citoyens là, qui
pour ressortissants en perte d'autonomie, nos jeunes familles aussi. Alors, c'est vraiment des actions qu'on souhaite voir perdurer dans le temps. Puis, on travaille, en fait, chacun des services là, à mettre des moyens très précis pour réussir ces actions-là. Et qu'est-ce qui vous distingue à la ville là, au niveau de votre service aux personnes en situation de handicap? Je ne sais pas si ça nous distingue des autres, mais moi, je vous garantis que les gens qui sont sur le comité, ce sont des gens qui sont très impliqués, de très bons ambassadeurs. On a aussi vraiment, il y a un aspect humain. Donc, on est des gens qui sont concernés par les personnes handicapées, soit parce qu'on vit nous-mêmes avec un handicap ou parce qu'on est un proche aidant. Alors, c'est sûr que ça atteint quand même nos actions et puis on n'a pas peur de se remettre en question. On travaille avec des partenaires, des organismes, on se pose des questions, puis quand on est interpellé, souvent on dit, quand on reçoit une plainte, nous, on préfère voir ça comme une façon de s'améliorer. Alors, on travaille la requête vraiment dans un objectif où il faut continuer à faire en sorte qu'on utilise les meilleures pratiques. On vous félicite de vous impliquer là, pour les personnes en situation de handicap. Là, on pense que vraiment les villes peuvent faire leur part et vous êtes vraiment un exemple de ça. Donc, merci beaucoup. Merci vraiment de m'avoir permis d'en discuter un petit peu avec vous. Et puis, je trouve que c'est une belle opportunité aussi, justement, de rappeler le travail de sensibilisation qui est fait. Tantôt, je parlais des trottoirs enneigés, tout ça. Bien là, on a aussi des choses qui sont sur notre territoire, puis sur le territoire de bien des villes, par exemple, les stationnements, les personnes handicapées. Alors, j'en profite pour en ayant une tribune pour rappeler l'importance de ne pas utiliser ces stationnements-là. Avoir accès à un stationnement, c'est pas un privilège, c'est un droit pour les personnes handicapées afin qu'elles puissent utiliser les services. C'est malheureux qu'on ait c'est malheureux qu'on ait à en parler encore en 2025. Hein. Il me semblait que c'était quelque chose qui était relativement acquis. Mais oui, malheureusement, je crois pas. On continue à travailler. Puis en fait, des fois, c'est pas de la mauvaise volonté. Puis avec un hiver qui s'achève, là, on l'a vu, des fois, les places sont enneigées. On porte pas toujours attention aux affiches là, qui signalent la présence des stationnements pour personnes handicapées, stationnements réservés. Mais j'en profite là, pour le dire. Donc, je souhaite être un bon ambassadeur aussi. Alors, je vais profiter de cette tribune-là là, pour en même temps féliciter, remercier tous les gens qui participent à l'inclusion des personnes handicapées sur notre territoire. Vous faites bien de le souligner. Vous êtes donc conseillère en développement social au service des loisirs pour la ville de Saint-Hyacinthe. Merci d'avoir été avec nous, Mme Gagnon. Ça me fait plaisir. Merci encore de l'invitation. Je vous souhaite une excellente journée. Merci, vous aussi.
On commence donc la revue de presse avec une nouvelle qui nous vient de la France. L'Assemblée nationale française a approuvé le 12 mars dernier, donc la semaine dernière, à l'unanimité, une modification de son règlement qui va supprimer le vote, dis-je, par assis ou levé. Donc, les gens devaient s'asseoir ou se lever pour voter pour ou contre une loi, en fait, et on s'est rendu compte en France que c'était discriminatoire pour les personnes en situation de handicap. Donc, ça a été mis de l'avant, cette proposition-là de résolution par le député du groupe écologiste et social, Sébastien Pétavy, qui est lui-même en situation de handicap, et par la présidente de l'Assemblée, Yael Brun-Pivet. Donc, ils se sont évidemment, ils ont porté à l'attention de leurs collègues que c'était difficile pour une personne en situation de handicap de voter de cette façon-là et que le règlement pouvait facilement être changé. Donc, ça a maintenant été aboli. Pour les votes, on va plutôt favoriser un vote à main levée plutôt qu'un vote assis levé comme c'était le cas avant en France. Donc, ça, c'est quelque chose qui a été mis en place la semaine dernière et qui sera également modifié au Sénat par le règlement du 8 avril prochain. Donc, à partir du 8 avril, au Sénat, ce sera la même chose. Donc, on va abolir le vote assis ou levé et favoriser un vote par main levée qui va évidemment être plus inclusif pour les personnes en situation de handicap. C'est une toute petite chose où je mets évidemment là, pour les députés qui sont en situation de handicap, imaginez la situation, c'est le genre de choses qui fait en sorte que tu te sens beaucoup plus inclus avec tes collègues dans ton travail. Donc, on félicite la France pour ça. C'est rare qu'on félicite la France, mais là, on félicite la France cette semaine. On revient maintenant au Canada parce que du côté politique, pour nous aussi, il y a eu des changements. On parle du cabinet Carney, de Mark Carney. Donc, il y a un nouveau ministre, il y a un nouveau premier ministre, devrait dire, libéral, qui prend la place de Justin Trudeau. L'ancienne ministre de la diversité de l'inclusion des personnes en situation de handicap est désormais ministre de la Santé, Mme Kamal Khera, a changé de poste puisque son poste a été supprimé. Donc, des groupes militants critiquent vivement Mark Carney pour la suppression des postes ministériels dédiés aux personnes en situation de handicap. Soulignons également qu'il a aussi aboli le poste de ministre pour les femmes et l'égalité des genres. Donc, ça promet pour le reste du mandat de M. Carney, qui vient d'entrer en poste, je le rappelle, la semaine dernière. Il a prêté serment, donc vendredi dernier, avec un cabinet réduit de 23 ministres, alors que le cabinet du premier ministre Justin Trudeau en comptait 36. Donc, il a vraiment mis un coup de hache dans le cabinet. Et voilà, les personnes en situation de handicap et les personnes à égalité des genres et aux femmes. Donc, on peut penser, par exemple, aux personnes qui font partie de la communauté queer qui ne seront plus représentées par des ministres. Donc, on verra comment, au jour le jour, au quotidien, ça se voit dans les décisions qui sont prises, mais quand même, je le répète, là, ça promet. Donc, maintenant, cette semaine au Québec, c'est la semaine québécoise de la déficience intellectuelle, donc du 16 au 22 mars. Depuis 50 ans, l'organisme est fantastique, contribue à améliorer la qualité de nombreux adultes vivant avec la déficience intellectuelle. Il profite donc de la semaine québécoise de déficience intellectuelle. Il y a une campagne annuelle de dons pour le centre de jour qui sera marqué entre autres par un défilé de mode pour les personnes qui vivent avec une situation de handicap. Ça aura lieu donc le 19 mars, c'est à guichet fermé, mais on profitera de l'occasion pour dévoiler un slogan « Je suis fantastique ». Donc, ça met la table pour la semaine québécoise de déficience intellectuelle. Il y a plusieurs organismes qui vont profiter de cette semaine-là pour faire différentes levées de fonds et également pour faire de la sensibilisation, bien sûr, pour les personnes qui vivent avec une déficience intellectuelle.
Donc, pour ce qui est de cette fondation, donc, les personnes qui sont intéressées peuvent contacter André Girard à Girard Fondation ConstanceLagoie.org pour participer à un programme qui s'appelle le programme Bâtisseurs solidaires pour les personnes en situation de handicap intellectuel. C'est un projet de philanthropie donc qui vise 450 000 $ sur 3 ans, donc de 2025 à 2028, pour la région, donc particulièrement de Manfred-Magog et de l'Estrie. Également, donc, on a vu dans le Journal de Montréal et le Journal de Québec une lettre signée par Amélie Duranceau, Mégane Etier et Jean-Marc Généraux, qui sont des proches aidants ou des parents de personnes qui vivent avec une déficience intellectuelle. Ils veulent évidemment souligner la semaine de la déficience intellectuelle et mettre de l'avant les réalités et les enjeux ainsi que les solutions pour les personnes qui ont des déficiences intellectuelles. Évidemment, malgré beaucoup de progrès qui ont été faits dans les dernières années, on se rend compte que l'inclusion est encore loin d'être une réalité pour tout le monde et qu'il y a encore énormément d'obstacles pour les personnes avec des déficiences intellectuelles. Souvent, on parle d'handicap. On s'attarde à l'handicap physique, donc à l'accessibilité des lieux physiques, mais on parle beaucoup moins de l'handicap intellectuel. Et il y a plusieurs manques qui ont été constatés à ce niveau-là. Entre autres, évidemment, j'en parlais tout à l'heure, il y a des engagements croissants au niveau du soutien du financement public pour les personnes qui ont des déficiences intellectuelles. On coupe dans les budgets et ça donne évidemment des problèmes au niveau des services qui sont de moins bonne qualité ou qui sont très difficiles à atteindre là, pour les proches aidants des personnes qui ont des déficiences intellectuelles ou pour les personnes qui ont des déficiences elles-mêmes qui souhaitent avoir de l'aide. Donc, il y a Québec qui est signataire de la Convention relative aux droits des personnes en situation de handicap. Il lui incombe donc d'enlever les obstacles pour les personnes en situation de handicap dans leur inclusion à la société, y compris les personnes avec une déficience intellectuelle. Donc, c'est un beau rappel de la part de ces 3 personnes-là qui vivent avec des personnes qui ont des handicaps intellectuels, comme quoi le combat n'est pas gagné et qu'il faut profiter de la semaine de la déficience intellectuelle là, pour regarder ce qu'il nous reste à faire, particulièrement pour l'accommodement, l'intégration, devrais-je dire, des personnes en situation de handicap intellectuel. Je voulais juste rajouter que la semaine dernière, au quotidien 5e édition, Francine et Yvan ont reçu Mme Durand-Lot pour parler de la semaine et le magnifique slogan ou le thème « J'avance quand la société m'inclut ». Oui. Alors pour ceux qui sont... C'est effectivement un beau slogan. Oui, pour ceux qui sont intéressés à la réentendre, allez sur le site et vous pourrez écouter le segment avec Mme Durand-Lot. Merci, Mathieu. Quand même, tu parles au bon moment, Mathieu. Tes interventions sont quand même bien placées. J'écoutais. Non, mais pour une fois qu'il écoute. Donc, c'est une blague, bien sûr. Tu écoutes tout le temps, Mathieu. Mais voilà pour ça. Finalement, donc, on termine avec une invitation de Mme Justine Labelle, qui est directrice de l'Association des personnes handicapées visuelles et aveugles des Laurentides, Laval, qu'on a reçu il y a quelques semaines. Et elle nous annonce, en fait, elle nous rappelle que Souper dans le Noir à Mirabel aura lieu le 22 mars prochain. Donc, pour celles et ceux qui n'ont pas encore leur billet, qui voudraient participer, qui sont dans le coin de Mirabel, c'est évidemment un souper là, pour sensibiliser les gens à la situation des personnes qui ont des déficiences visuelles. On va pouvoir donc aller chercher des billets sur Internet pour ceux et celles qui peuvent être intéressés à participer à ce souper-là. Et si vous formez une table de 8, donc votre 8e billet est gratuit. Donc, vous aurez à payer 7 billets, vous aurez un billet gratuit. Donc, vous pouvez contacter l'association là, pour les personnes qui voudraient acheter des billets. Ça s'achète en ligne
La réservation est obligatoire, c'est info@commercial-afval, donc aphval.ca ou le numéro de téléphone 514-237-6389, 514-237-6389 pour ceux qui voudraient encore acheter des billets. Ça s'en vient le 22 mars, donc ne perdez pas de temps. On avait eu une belle entrevue là, avec Yaval il y a quelques semaines. Ça aussi, vous pouvez réécouter ça là, sur le site Internet de Canal quand vous aurez terminé d'écouter l'autre segment. Donc, on termine rapidement avec nos amis du RAM qui nous invitent le vendredi 21 mars au spectacle de danse présenté en audio description la nuit de Jean-Pierre Perrault à la Citadelle. Donc, c'est de 18h30 à 22h. Et il y a aussi au Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts où il y aura il y a même un spectacle de danse. Vous pouvez contacter Maude à dansecité.org pour avoir plus d'informations. Et finalement, du 11 au 29 mars, il y a Faussaire au Théâtre Périscope de Québec. Faussaire qui parle donc d'un héritage, l'héritage d'une fausse œuvre d'art. Je reprends donc un héritage d'une fausse œuvre d'art, oui, de Blanche Gonial-Lavigue qui se retrouve sur la piste de Faussaire québécois qui a floué sa famille avec la fameuse fausse œuvre d'art. Donc, il y a une enquête autour du faux tableau qui sera menée. Faussaire est une œuvre de l'enquête documentaire et de l'humour qui pose des questions sur notre rapport aux faits, aux mensonges et à la valeur de l'art. Donc, je le rappelle, c'est au Théâtre Périscope sur la rue Crémazie-Est. Pour les réservations, il faut appeler au Théâtre Périscope ou écrire au Théâtre Périscope. Ce sera donc du 11 au 29 mars. Ça a commencé et ça se termine à la fin du mois de mars. Donc, ce sera tout pour les que dis-je? La revue presse, merci! Ça aussi, tu vois, Mathieu, ça aussi, c'était très, très bien entré comme commentaire. Ce sera tout pour notre revue de presse. De notre côté, on se retrouve la semaine prochaine. Merci, Mathieu Tessier. À la technique, merci aussi de me reprendre quand je cherche mes mots. Merci, Kier Guérin, à la recherche. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission de Sans détour.